Si vous êtes comme moi, le jeu de rôle, c'est plus qu'un jeu. Personnellement, quand j'étais petit, je passais énormément de temps à imaginer des choses, à jouer dans le jardin, à donner des coups d'épée dans le vide. Je dessinais des batailles sur des feuilles taille A3, A2 pendant des heures et des heures. J'écrivais des nouvelles qui me paraissaient géniales à l'époque. En gros, j'adorais inventer des mondes imaginaires. Et c'est pour ça que j'ai fait du jeu de rôle. C'est pas dans le sens inverse. Je me suis pas dit, je vais jouer au jeu de rôle et ensuite, je me suis passionné pour les mondes de l'imaginaire. Ça s'est passé dans le sens inverse. Et si aujourd'hui vous avez plein de conseils sur le jeu de rôle en tant que tel, sur la chaîne, sur d'autres chaînes, partout, plein de jeux à essayer, de jeux littéralement, la partie ludique du truc. Comment préparer une partie de jeu de rôle, comment préparer un truc qui soit exploitable à la table en jeu, comment ça marche, les règles, comment faire un scénario qui va pouvoir être joué, ou un bac à sable qui va pouvoir être joué, ou une toile de fond, vous m'avez compris. Si on a tout ça et que c'est très intéressant, je trouve que parfois on perd un petit peu quelque chose d'autre qui stimule notre imagination. Le world building, c'est un sujet sur la chaîne qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises et très souvent sous l'angle qui consiste à dire que c'est pas important pour le jeu de rôle, que c'est pas important pour mener une partie de jeu de rôle pour commencer à jouer. Et c'est vrai. La plupart des conseils que je vous ai donnés, c'était des conseils d'accélération et d'efficacité. Donc il y a une sorte d'utilitarisme derrière ces conseils, c'est-à-dire que la problématique qu'on essaye en général de débloquer, c'est celle de celui qui ne veut pas commencer à jouer au jeu de rôle parce qu'il se dit que son univers, il est pas prêt. Et ça, c'est vraiment un problème. Si la personne a vraiment envie de jouer, parce qu'on pourrait identifier à une forme de procrastination, entre guillemets, de peur de jouer, de pas être prêt. Et c'est un problème qui a des solutions qu'on a déjà abordées dans les vidéos, notamment en disant qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un univers immense pour faire une partie de jeu de rôle, commencer petit, se concentrer autour des personnages, des facilitateurs, des tables aléatoires, etc., qui vont nous aider à générer rapidement du contenu jouable, entre guillemets. Des techniques qui pour moi se rapportent donc directement au jeu de rôle. Mais le world building, c'est plus vaste que ça. Le world building, ça fait un peu prétentieux, des fois ça fait un truc de ouf. Et en fait, ça peut l'être. On peut se positionner en tant que démiurge et y prendre du plaisir, et c'est complètement ok. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors récemment, j'ai fait plutôt des vidéos sur des mécaniques de jeu de rôle, mais on a aussi une grosse table ronde sur le world building que j'ai trouvé vachement intéressante et qui m'a remotivé à essayer de faire du world building. Ces derniers temps, je passais énormément d'un jeu à l'autre parce que je voulais toujours être au fait de la nouveauté. Mais en fait, à force de faire ça, ça me faisait faire plein de mini-campagnes, plein de trucs, ce qui est très cool. Mais ça faisait que je passais pas vraiment de temps à travailler sur un truc un peu plus personnel et qui demande du temps en fait, qui se développe sur le temps long. Et cette table ronde de world building où il y a des gens qui disent « Ouais, ça fait 10 ans que je fais mon univers », en même temps, je trouve ça beaucoup trop important si le but derrière c'est de jouer. Mais en fait, le but derrière n'est pas uniquement de jouer. Le but, c'est de donner vie à un univers qui vous habite un petit peu tous les jours, de l'agrandir, d'écrire des trucs, de faire des cartes, de faire des machins qui fondamentalement ne servent pas nécessairement à grand chose, mais qui sont passionnants à faire. Et ça m'a redonné envie de faire ça. Pourtant, le world building, c'est vaste, c'est souvent intimidant, on sait pas par quel bout le prendre, etc. Et donc, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de le faire. Et ce qui m'a finalement motivé à le faire, c'est de me dire que je pourrais vous partager un petit peu ce que je fais et que ça le rendra un petit peu plus utile. Parce que mine de rien, je peux pas me retirer de la tête l'idée que je dois faire des trucs utiles, ne serait-ce qu'un petit peu. Et donc le fait de pouvoir le partager, ça rend la chose utile, et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc comment j'ai commencé à créer un univers ? Donc j'ai essayé de rendre la vidéo un petit peu structurée, mais je pense que c'est assez difficile parce que justement on est plus dans un truc un peu artistique, j'ai envie de dire, un peu plus expérimental, qu'un truc où je suis parti vraiment d'une méthode préconçue. Donc je vais vous expliquer les choses le plus clairement possible, mais je ferai un résumé à la fin. Je mettrai des timecodes aussi. La première chose dont je suis 100% persuadé, c'est que pour commencer à faire un truc d'une telle envergure, il faut quand même une certaine forme d'organisation, ne serait-ce que pour ne pas l'abandonner. Ça signifie pas tout planifier, avoir une méthode pseudo-scientifique, etc. Ça, c'est plus intéressant lorsqu'on va parler de jeu de rôle, quand on va vouloir créer un setting de jeu. Il va y avoir des trucs quand même assez importants à avoir, par exemple des PNJ avec lesquels interagir, des lieux dans lesquels on va pouvoir se rendre, des thèmes, des accroches et tout. Mais quand on est sur un truc plus world building, là, où on veut faire un truc énorme et on va pas nécessairement jouer dedans, et on va peut-être jouer un jour dedans, mais peut-être que dans un tout petit bout et tout sera pas utile, ce genre de méthode ultra précise, je pense qu'elle est moins intéressante. Et du coup, l'approche va être beaucoup plus personnelle, en fait. Néanmoins, je pense que, comme ça reste un projet créatif, c'est bien de le baliser un petit peu pour garder de la motivation. Et donc, la chose la plus importante pour moi, quand on veut se mettre sur un gros truc comme ça, dont on ne voit pas vraiment la fin, en fait, et dont on ne sait pas trop comment commencer, c'est de commencer à faire quelque chose. Ne pas tout garder dans sa tête. Et donc, pour faire des choses, il faut avoir des tâches identifiées. Donc, la première tâche que je me suis fixée, moi, a priori, c'est de définir mon objectif. C'est aussi bête que ça. Mais pas de le définir dans ma tête, de prendre du papier
et de commencer à écrire des trucs que je voudrais voir. Et ça s'est fait sur plein de carnets. Il y a des carnets où j'écris des trucs liés aux règles, parce que j'ai quand même ce truc jeu de rôle quand même derrière la tête, où j'écris des règles, des carnets où j'écris des trucs. Enfin, vraiment, c'est un brainstorming qui dure des jours et des jours sur des pages et tout. C'est pas tellement prenant en temps, mais c'est prenant en termes de temps d'esprit, on va dire, d'espace mental. Et donc je pense que c'est important de tout de suite commencer à écrire les trucs, même si ce n'est pour jamais les relire. D'écrire, comme ça, vous le sortez de la tête, vous l'oubliez, mais c'est pas grave, vous le sortez de votre tête, et au fur et à mesure, vous allez affiner l'idée que vous avez. Et ensuite, vous avez votre objectif. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai l'impression que c'est important pour moi d'avoir des supports visuels, et d'ailleurs, ça reviendra un petit peu après dans la vidéo. Donc du coup, voilà un petit peu des trucs que j'ai listés, que je veux voir. Donc mon objectif, c'est de créer un univers que je trouve cohérent, avec une certaine verisimilitude, et où je peux expliquer la plupart des choses qui se passent dedans. Et donc ça demande tout de suite de penser grand avant de penser petit. Ça, c'est complètement l'inverse de ce que je vous propose d'habitude pour faire du world building, pour du jeu de rôle directement, pour faire une mini-campagne, un scénario et tout. C'est-à-dire que je vais commencer par construire des concepts qui vont justifier d'autres concepts. Je vais pas commencer par créer une ville, une mission, etc. et ensuite essayer de les justifier a posteriori. Je fais plus ou moins l'inverse. Donc déjà, mon objectif, c'est de partir du plus grand pour aller vers le plus petit. Deuxième truc que je mets dans mon objectif, c'est l'échelle du truc. Donc l'échelle, c'est une planète. Ça va être du médiévalisme pseudo-historique du coup, parce que le médiévalisme, a priori, c'est pseudo-historique, autour du Moyen-Âge, quoi, l'imaginaire qu'on crée et tout. Et ça va être notamment utile pour ma carte, qui va être une carte qu'on pourrait considérer comme un crève-cœur de fantasy. On y reviendra après. L'échelle que je veux donner, du coup, c'est une sorte de planète, mais je sais aussi que, comme il va y avoir de la fantasy, je vais devoir penser un petit peu à des plans extérieurs potentiellement qui vont justifier l'existence de certaines entités. Mais grosso modo, je vais me concentrer sur une planète, et je dirais même plus petit, sur une zone qui ressemble beaucoup à l'Europe et au nord de l'Afrique. Classique, historique, ça va me permettre de poser mes cultures facilement, donc ça c'est un truc auquel je tenais. Positionner, voilà, à peu près le climat, à peu près comme le climat européen, pour pas avoir à réfléchir, et les cultures, à peu près, les cultures médiévalistes, qu'on a remplies de clichés, à peu près de la même façon. On verra qu'ensuite, je ne m'empêche pas de dévier, dès que ça me chante. Mais c'est pour avoir une base. Et ensuite, je liste toutes mes inspirations, qui sont assez nombreuses. Et je ne me limite pas sur ces inspirations, elles vont me servir de prompt. On va reparler des prompts après. Le fait de définir une échelle, de définir à peu près mes sources d'inspiration et de définir ce vers quoi je veux tendre, ça renforce mon objectif de création de monde. Et maintenant, je peux à peu près dire que mon but, c'est de créer un monde inspiré de toutes mes inspirations, avec une histoire qui se concentre sur une zone inspirée de l'Europe, où la plupart des événements de l'histoire sont justifiés par des éléments méta auxquels j'ai réfléchi en amont. Et aussi, quand même, je rajoute que c'est pour faire du jeu de rôle. C'est d'ailleurs pour ça que dans les inspirations que j'ai mises, j'ai mis le système que je compte utiliser qui est Brigandine, a priori. Mais rien n'est arrêté, puisque, et ça c'est assez important, si je fais un truc aussi large, c'est parce que je pars pas du principe que j'ai envie de jouer tout de suite, là, la semaine prochaine, dans cet univers. J'ai déjà des campagnes en cours, des trucs. Du coup, je me mets pas la pression de devoir faire un truc jouable. Sinon, on serait plus dans du world building à proprement parler, comme je suis en train de faire là, mais plutôt dans du setting building, et je serais déjà en train de penser à qu'est-ce qu'on va jouer, etc., etc. Là, pour l'instant, je veux juste créer un monde dans lequel ensuite, il y a plein de possibilités de jeu. Et j'ai pas encore choisi. C'est l'inverse de l'efficacité. Donc maintenant que j'ai affiné un petit peu ma réflexion et que j'ai commencé à faire des choses, parce que j'ai listé des trucs, je me pose la question de par quoi je devrais commencer là-dedans. Qu'est-ce qui me fait le plus peur, ou qu'est-ce qui va m'empêcher d'embrayer sur la suite? Parce qu'on pourrait avoir envie d'aller tout de suite inventer un petit mythe par-ci, un petit personnage par-là, un petit royaume et tout. Et moi, la peur fondamentalement que j'ai dans ces cas-là, c'est que tout ceci soit très difficile à raccorder ensuite ensemble. Si je commence à inventer un royaume avec toute une mythologie et tout, c'est pas évident a posteriori relier ce royaume dans son contexte qui est le continent dans lequel il appartient. Et donc ça me bloque un petit peu. Donc je vais pas tout de suite aller dans les détails. Finalement, les détails de chez détail vraiment où on zoome sur un aspect précis de l'univers, je me les garde pour le moment où je vais faire un setting, pour le moment où je vais vouloir jouer ou raconter une histoire plus spécifique d'un personnage dans cet univers. Mais pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est les grands concepts. Et donc je décide tout de suite que mon premier objectif, ça va être de réfléchir à une mythologie. Tout l'inverse de ce que j'aurais fait normalement pour faire une partie de jeu de rôle. Et maintenant que je sais que je veux une mythologie, c'est mon sous-objectif. Je peux pas avancer dans la création de mon univers tant que j'ai pas un truc qui me satisfait. Alors qu'est-ce que j'entends par mythologie? On va pas entrer dans le détail dans cette vidéo, peut-être que j'en referai d'autres. Mais pour moi, c'est déjà la source de la magie, vraiment, le grand classique de la fantasy. La genèse,
le monde un petit peu, où est-ce qu'il se place par rapport au monde parallèle, comment on justifie l'existence par exemple de créatures éthérées, de dieux, l'origine des races, etc. C'est beaucoup de choses. Par contre, vous noterez que dans cet objectif, créer un mythe fondateur et tout, je me suis pas fait de liste vraiment de trucs qui sont absolument importants d'avoir fait avant de continuer. J'ai juste envie de me plonger dans l'état de flow et de commencer à faire des dessins, des lettres, des machins. Et je commence à faire une sorte de mythologie. Une fois que j'ai une sorte de schéma, un truc un peu visuel où j'arrive à me représenter la mythologie de mon univers, je passe à la suite. Un truc qui est très important, c'est que dans ce processus, je suis tout le temps en réécriture et je fais tout au brouillon. Et comme je sais que ce sera très vaguement utile lorsque je voudrais jouer ou raconter une histoire, que ce sera pas hyper important, que c'est juste des éléments qui me servent à moi pour être confortable dans ma création et justifier des choses, c'est pas important que ce soit ultra précis et que ce soit ultra logique. Il faut juste que j'ai une base que je trouve confortable. Du coup, ce que je fais, et ça, c'est un truc que je vais utiliser à toutes les étapes de mon world building, c'est que je sépare bien ce qui est du brouillon et de ce que je considère comme étant vrai en prenant des supports différents. Et ça, c'est, je pense, assez important. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. De pas commencer à prendre une page blanche et d'écrire comme si ça allait être tout de suite canonisé et important. De commencer au brouillon. À la fin de cette partie réflexion sur la mythologie et tout, j'ai ma base. Mais il me manque quelque chose de plus concret. Parce que tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler souvent le lore mort. Que les personnages qui, d'une partie de jeu de rôle, vont assez peu interagir avec parce que c'est passé il y a des milliers d'années plus tôt. Et donc du coup, j'ai envie de passer dans un deuxième truc qui va me bloquer moi à titre personnel, qui peut-être ne vous bloquera pas vous. C'est à passer à quelque chose de plus visuel. On revient au visuel. Le truc visuel, pour moi, c'est d'avoir vraiment une map. Une map, pour moi, c'est super important. Parce que comme ça, je commence à me placer des petites factions, des petits trucs et tout, même si c'est temporaire, encore une fois, j'ai besoin d'un support visuel. Et de la même façon, je commence sans vouloir faire tout de suite le truc définitif, parce que si j'avais voulu faire le truc définitif, il aurait fallu, en amont, que je liste déjà tout ce que je veux mettre sur cette map. C'est pas encore mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir un support visuel. Et donc, je commence par faire des cartes dégueulasses. Genre vraiment, c'est des schémas, genre des blocs de terrain. Ouais, là, il y a des côtes. Ok, ouais, là, il y a des montagnes et tout. Vraiment un truc géographique. À partir de cette géographie, je me dis, ok, les montagnes, c'est des frontières naturelles. Les fleuves, c'est des frontières naturelles. La mer, c'est une frontière naturelle. Il pourrait y avoir des factions à peu près ici, ici, ici. Je fais des découpages grossiers. Puis ensuite, je me dis, bon, vu que je m'inspire de l'Europe, voilà un petit peu des gros blocs de cultures qui auraient pu un peu s'assimiler entre elles et se ressembler et qui me donneront une idée des cultures, comment je veux les placer. Je rajoute des couleurs sur ma map, je fais un truc dégueu. Mais maintenant, j'ai un support visuel. Chose à noter, le placement des frontières, etc. et des cultures, là, très très schématique, c'est pas complètement anodin parce que ça me permet déjà de visualiser genre qu'est-ce que je veux voir. Et ce que je veux voir, c'est pas hyper original, ça va être une culture un petit peu arabisante, une culture un petit peu empire, Saint-Empire germanique, une culture un peu plus méditerranéenne avec des cités-états, une culture un peu plus anglo-saxonne, quelque chose de viking, vous voyez, genre vraiment toujours les crève-cœurs de la fantasy. Pour l'instant, je ne me pose aucune question sur l'originalité et sur la pertinence de faire ça. C'est des trucs que je trouve cool et je ne m'en excuse pas, même si c'est des clichés, je les place. Les petites frontières que j'ai dessinées, en plus de ce gros fatras de culture, ça me permet de déterminer à peu près le nombre de royaumes, etc. que j'ai envie de nommer et développer. Ça me donne des idées. À partir de ce moment-là, j'ai fait les deux trucs qui sont en général bloquants pour moi pour commencer à développer et à écrire. Peut-être que vous en aurez plus, peut-être que vous ferez les choses dans un ordre différent, vous me direz en commentaire. Maintenant que j'ai mes petits coussins confortables et que j'ai créé les trucs dont j'ai besoin pour être confiant pour la suite, il me reste encore énormément de travail. Par exemple, moi, il me semblait important d'avoir une chronologie des grands événements. Et donc, pour ça, d'avoir un point de départ de cette chronologie et un point d'arrivée. Mon point d'arrivée, c'est une sorte de médiévalisme à la Warhammer où on peut avoir quelques anachronismes en termes de modèles politiques et de technologie. Mais c'est pas grave. On est dans la médiévale renaissance, dark et un peu apocalyptique. Il faut que, quand on joue, ce soit déjà un peu la merde pour que je puisse raconter des histoires là-dedans. Et mon point de départ, c'est un truc un peu mythique, style Jardin d'Éden, avec des prémices de tout ce qui va se passer ensuite. Donc j'ai mon point, je choisis un point de départ, je choisis un point d'arrivée, et je vais faire une chronologie. Mais à ce moment-là, je réalise que c'est pas la première chose que je dois faire. Ce qu'il me faut, c'est préciser ma carte. Et donc je retourne à ma carte, et à partir de ces grosses cultures là, toutes moches, et des grosses frontières dont on a parlé juste avant, je vais commencer à détailler. Et donc là, je vais générer des noms de villes, je vais aller chercher des noms de villes, en utilisant Google Traduction et en utilisant un peu la méthode qui est proposée dans En Terre Sauvage, donc qui est un petit supplément pour Dungeon World.
et qui vous dit, pour créer des noms de villes et que ça fasse un peu cohérent, qu'il y ait une sorte de versimilitude, vous tapez des mots sur Google Trad, vous prenez la langue à laquelle vous voulez correspondre, vous regardez à peu près ce que c'est, et quand vous trouvez ça stylé, vous les combinez. Donc par exemple, si je veux faire la ville du lac, je sais pas quoi, j'écris la ville du lac en français, je veux que ce soit un peu thématisé allemand, je regarde comment on dit ville et lac en allemand, je mélange les lettres, je tue la langue finalement, et je fais des trucs dans ce style-là. Là, j'obtiens une map avec plein de villes, et ensuite, ces villes, je les regroupe un petit peu par royaume. Je donne des noms aux maires, des noms aux choses finalement, pour que quand je vais écrire, quand je vais passer à la rédaction de ma chronologie, je ne sois pas obligé d'inventer les noms au fur et à mesure. Donc je nomme des choses sans trop savoir exactement encore ce que ça va être, mais ça me donne encore un meilleur support visuel et aussi une meilleure idée de quel va être le point d'arrivée de ma chronologie. Parce que la manière dont j'ai fait cette carte, elle modélise finalement la situation géopolitique lors du D-Day, du moment où on est censé jouer, où je suis censé raconter une histoire. Et je sais qu'il y a à peu près tout ce que je veux voir en termes de culture, de saveur, etc. Ça n'en fait pas une map définitive, je vais quand même pouvoir la changer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à ce stade, toutes ces cartes, je vais les faire sur des logiciels en ligne. Donc il y a Wonderdraft, il y a Incarnate, il y a un milliard de trucs. Vous pouvez aussi les faire tout simplement dessiner sur Paint ou sur GIMP ou j'en sais rien. Mais au moins, vous pouvez les modifier facilement parce que c'est des cartes de travail en fait. Donc là, normalement, j'ai la map qui va me permettre de faire ma chronologie. Je sais quel est mon point d'arrivée en termes de situation géopolitique. Mais avant d'en arriver là, je réalise qu'il faut que je détaille quand même un petit peu plus mes attentes sur chacune des zones que j'ai nommées. Et donc, je prends des pages de mon livre dans lequel je mets les infos, pas mon brouillon du coup, et je fais une double page par zone. Une double page par zone. Donc j'ai le nouveau royaume des lions, boum, une double page, le nouveau royaume des lions. J'ai le royaume de Vazgodor, boum, je mets une double page, royaume de Vazgodor. Les 4 piliers de Koro, boum, une double page, les 4 piliers de Koro. Et en dessous, sur chacune de ces doubles pages, je les remplis pas pour l'instant, je fais rien de détaillé. Je mets juste les inspirations que j'y vois. Le royaume des lions, ça va être Albion, les histoires de chevalerie, peut-être un petit peu aussi un petit côté français, on va mixer les deux. Déjà là, je commence à m'écarter du côté historique, même si la France et l'Angleterre se sont beaucoup influencés à travers les époques, là je les mixe presque. Je sais que les cités d'Ilatéor, ça va être un peu le berceau de la civilisation moderne occidentale de mon univers, que ça va être un peu les Grecs et tout, mais je mets des petites consonances espagnoles par-ci par-là, j'ajoute 2-3 twists, voilà, je mets des inspirations, des trucs, pour avoir une meilleure idée quand même, encore une fois, de l'objectif vers lequel doit tendre ma chronologie. Qu'est-ce que ma chronologie doit justifier? Et ensuite je passe à la chronologie, donc là je fais un brouillon, et je mets que des grands événements. Et je les mets en une ligne, je les détaille pas. Je me dis dans ma tête, il se passe beaucoup de choses et j'ai plus de détails, mais je les résume en une seule ligne. J'écris pas tout de suite parce que sinon ça va être un processus très long et je risque de perdre de vue le temps d'écrire, je risque de perdre de vue le début et la fin de ma chronologie. Donc vraiment, je mets les idées telles qu'elles me viennent sur le moment. Je divise ça en cycles, un petit peu en grandes périodes, pour que ce soit un peu moins brut, que ce soit moins une succession d'événements. Je les regroupe un peu par chapitre, comme dans une histoire finalement. Et je ne les date pas, parce qu'à partir du moment où je commence à dater les choses, ça les rend hyper concrètes, et je commence à devoir me poser des questions de cohérence entre « Ah oui, ça c'est combien de temps avant ça, etc. » Ça, je pourrais y venir plus tard si ça m'intéresse, mais c'est pas très important pour moi raconter des histoires ou faire des parties de jeux de rôle a posteriori, donc c'est vraiment le dernier truc, les dates. Je le ferai que si j'en ai besoin. Maintenant que j'ai ma sorte de frise brouillon, je rédige. Je reprends ma frise depuis le tout début, et là je détaille. Et quand il y a un truc qui doit être expliqué, je l'explique sur une autre page hors de ma chronologie. Par exemple, si j'ouvre un sujet sur les elfes, ou si j'ouvre un sujet sur un personnage historique, je vais faire un petit paragraphe ailleurs dans mon bouquin. Et là, je détaille, et je me rends déjà compte qu'il y a des trucs incohérents de mon brouillon, quand j'avais juste listé les événements les uns après les autres. Donc je fais déjà un processus de réécriture. Parfois, je change l'ordre dans lequel les événements arrivent pour que ce soit plus cohérent. Parfois, je détaille plus un événement que j'ai un peu expédié, genre... Parfois, vous voulez justifier qu'il se passe quelque chose dans votre univers, donc vous dites « Ouais, là, il y a une révolte ici ». Hop, allez, il y a une révolte, comme ça permet de faire une balance du pouvoir. Là, je le redétaille. J'essaie d'expliquer quelle est la cause de la révolte, à partir de tous les éléments que j'ai en tête. Et comme ça, pendant 4-5 heures de nuit, les yeux injectés de sang, le dos brisé parce que je suis courbé, j'écris ma chronologie. Et une fois que j'ai passé toutes ces étapes-là, j'ai passé toute la partie la plus difficile, je trouve, de mon world building, c'est-à-dire poser les grands concepts, justifier les choses, avoir de la matière sur laquelle me reposer pour ensuite entrer dans les détails. Et on va arrêter la vidéo ici parce que j'en suis à peu près rendu à là. À ceci près que maintenant, ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est à retourner dans ce dont je vous parlais, mes petites doubles pages sur chaque zone géopolitique. Et j'ai commencé à faire le détail
de la chronologie, en me basant sur la chronologie globale du monde, là, en 5 cycles, bah, je refais un petit passage en cycle pour chaque petite zone. Et aussi, j'ai commencé à détailler vraiment plus une zone en faisant une map à la main pour pouvoir faire une petite partie de jeu de rôle solo dedans et essayer de trouver des idées. Petite partie de jeu de rôle solo du coup avec Brigandine. Je sais pas quelle durée je vais lui donner, mais c'était pour moi pour aussi tester les règles de Brigandine au passage. Donc voilà, c'était assez compliqué de vous faire, de vous partager cette expérience qui n'est pas encore terminée. Je suis pas entré dans les détails. Si je devais résumer, les trucs qui sont vachement utiles pour débloquer la situation et commencer vraiment à faire, ce qui est le plus important pour moi, ça a été de lister mes inspirations, de lister à peu près ce que je voulais faire au début. Ça veut pas dire que ça va être mon objectif tout du long, mais ça me permet d'avoir un objectif de départ en tout cas, quitte à le mettre à jour plus tard. La deuxième chose, c'est de vraiment bien séparer brouillon et ce que vous considérez comme étant peut-être pas canon parce que vous pouvez encore le modifier. Finalement, vous allez peut-être même jamais relire ce que vous écrivez et peut-être que personne ne va le lire. Mais en tout cas, ce que vous considérez comme assez intéressant et solide, séparez le brouillon de ce qui est solide. À chaque fois que vous avez une idée, avant de commencer à l'écrire, commencez par un petit peu la travailler au brouillon et puis passer de l'un à l'autre. Et le brouillon, vraiment, vous en foutez, vous pouvez le faire très très moche. Un petit conseil que je peux vous donner aussi, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, c'est de faire les choses au crayon. Parce que au crayon, vous ne pouvez pas corriger ce que vous faites. Quand vous êtes sur ordinateur, à tout moment, vous pouvez effacer, réécrire et ne jamais avancer. Moi, je préfère ne pas être sur ordinateur, être sur papier, crayon, avec le brouillon et le truc bien, faire du brouillon, boum, aller sur l'autre truc. Mais évitez de faire de la réécriture dans votre version, entre guillemets, finale, 0 point, je sais pas quoi. Pour ce qui est de l'histoire et tout, moi, je suis parti des mythes fondateurs pour avoir une sorte de base sur laquelle construire, donner un ton aussi tout de suite, quel genre de mythologie berce l'ensemble de ce monde. Ensuite, j'ai fait une grande carte. Ensuite de cette grande carte, j'ai déduit des grandes zones géopolitiques. Ensuite, dans ces grandes zones géopolitiques, j'ai détaillé à nouveau les inspirations que je voulais placer dedans. Et c'est seulement à partir de là que j'ai fait une chronologie qui vient justifier tout ce que j'ai placé sur cette carte et pourquoi il y a tel ou tel élément. Parce que si j'avais commencé par écrire l'histoire sans savoir quelle était la fin de cette histoire, en tout cas mon point d'arrivée, je sais pas où j'aurais terminé. Et je sais pas si j'aurais réussi à tendre vers ce que je voulais à la fin. Je pense que j'aurais dérivé ou j'aurais trop ouvert et que j'aurais galéré à retomber sur ce que je voulais à la fin. Alors que là, dès le départ, j'avais une idée de la situation de mon univers tel que je la veux. Et ça a toujours été ma cible quand j'ai écrit ma chronologie pour tendre vers cette fin. Et vraiment, je reviens juste là-dessus. Les prompts, donc ce que j'appelle les prompts, c'est un petit peu... C'est ça, c'est avoir des trucs de départ. Pour moi, les meilleurs prompts, c'est vos inspirations. Et sans aucune discrimination parmi vos inspirations. Vous l'aurez peut-être remarqué, dans mes inspirations, il y a des trucs de science-fiction, des trucs post-apocalyptiques, des trucs qui n'ont rien à voir avec des histoires. Par exemple, le livre de Anne Besson, qui est plutôt une sorte de dictionnaire ou une encyclopédie. Ça peut être des musiques, ça peut être tout et n'importe quoi. Avoir ces trucs-là, ça vous permet, à chaque fois qu'il y a un vide, à chaque fois qu'il y a quelque chose où vous vous dites « Ah là, il devrait y avoir quelque chose dans l'univers, mais je ne sais pas ce que c'est ». Et vous n'arrivez pas, dans ce que vous avez déjà créé, par exemple, que vous avez déjà acté comme des races que vous avez créées et tout, à trouver quelque chose qui comble ce vide. Vous re-regardez votre liste d'inspiration, vous scannez comme ça, et boum, vous allez trouver un truc. Par exemple, moi, je voulais qu'il y ait de la poudre noire, parce que c'est un peu Renaissance et tout, et j'aime bien les guns, les arquebuses, vous voyez ce que je veux dire. Et j'aime bien l'idée de jouer. Lorsqu'on va jouer, il va y avoir ce moment un peu de bascule où il y a une nouvelle technologie qui peut tout changer. Mais je voulais pas que ce soit de la poudre noire, que ce soit pas une matière qu'on trouve partout, que ce soit plutôt un truc rare. Bah, j'ai repensé à Dune et à l'épice. L'épice, ça permet de voyager dans l'espace. Bah, moi, l'épice, ça permet de fabriquer des armes à feu, entre guillemets. Alors ça s'appelle pas l'épice, mais c'est un truc qui... si on l'utilise de manière primitive, une sorte de cristal, si on le broie, va permettre de faire des armes explosives et de révolutionner la manière dont se déroule la guerre dans mon univers, mais qui va aussi avoir plein d'autres vertus magiques et qu'on va pouvoir trouver à un seul endroit. Et du coup, comme j'avais Dune en tête, et ben j'ai décidé que en bas à droite de ma map, là où j'ai mis mon désert, parce que je me suis inspiré un peu de l'Europe, genre vraiment, enfin de la géographie de notre monde, mais très très grossièrement, j'ai mis un désert, boum, et ben c'est là qu'on trouverait cette matière première, cette sorte d'épice, et donc ça fait penser à Dune tout de suite, et je trouve ça cool. Et peut-être qu'on peut se dire que du coup, à chaque fois, aller rechercher dans notre source d'inspiration, ça va faire qu'on va faire quelque chose de pas original, mais si justement vous n'êtes pas limité sur le nombre de vos sources d'inspiration, que vous avez pris vraiment tous les trucs que vous aimez bien, bah vous allez mélanger un tas et un tas de choses, et aller chercher dans chacune de ces choses des éléments très précis qui, une fois qu'on les combine, créent une idée originale. Et à la fin, moi je me retrouve avec des elfes qui sont capables de se métamorphoser, qui forment une sorte de cabale à la Vampire la Mascarade, qui manipulent et tirent les ficelles dans l'ombre, comme les mages dans The Witcher, dont certains membres qui les ont trahis, les elfes noirs, sont à l'origine des 7 péchés capitaux, et ils ont un traître parmi eux
Du coup, c'est aussi inspiré du board de Dead Genesis, etc., etc. Ils font de la manipulation de masse. C'est eux qui sont à l'origine des cultures qui peuplent le monde, qui ont créé des histoires et des mythes, qui sont à l'origine des identités des différents peuples qui peuplent mon monde, et ça crée un truc que je trouve relativement original. Alors effectivement, maintenant que je vous ai donné les ficelles, vous identifiez tout de suite exactement à quoi j'ai pensé, c'est évident. Mais à force d'entrer dans les détails et de faire des histoires de plus en plus petites, et d'entrer de plus en plus voilà, dans le concret, vous allez vous éloigner de vos inspirations sans les avoir reniées et en les ayant exploitées à leur plein potentiel à mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été compréhensible, que c'était pas trop dur à suivre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis lancez-vous en fait, lancez-vous dans la création, j'ai envie de vous dire, si ça vous fait plaisir, n'ayez pas peur. Si ce qui vous bloque, c'est d'avoir peur que votre univers soit jamais prêt pour jouer, cette vidéo n'était pas la bonne, allez plutôt voir les autres vidéos world building de la chaîne. Mais si aujourd'hui, à l'inverse, vous vous dites ouais, je fais que créer des one-shots et des histoires pour être joué, et j'ai un peu perdu mon côté vraiment imaginaire, écriture, commencer à faire des cartes, retomber un peu en enfance, imaginer mon propre monde. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous relancer là-dedans, à trouver un moyen de remettre le pied à l'étrier, et on en fera peut-être d'autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire vous, les projets sur lesquels vous êtes en ce moment. Est-ce que cette méthode vous paraît complètement insurmontable parce que vous n'êtes pas pareil que moi, j'en sais rien, et que du coup, vous auriez fait complètement autrement, dites-le moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ, à une prochaine. Bisous, ciao, hasta la vista.